Bonjour, vous êtes bien sur horizontdevoix.fr. Troisième partie de l'affaire Claude Gueux de Victor Hugo, suivant la chronique Entre nous de Pascal Casanova, professeur de lettres, écrivain, conférencier, vérité et mensonges romanesques aux presses du Midi. C'est une histoire humaine de misère et d'injustice sociale qui touchait les classes populaires dans les années 1830. Le procès. Le 16 mars 1832, Claude Gueux parut, étant parfaitement guéri, devant la cour d'assises de Troyes. Il s'était fait raser avec soin. Aucun des témoins de ce 4 novembre ne voulait déposer contre lui. Quand l'un d'eux, poursuit Victor Hugo par oubli ou par affection pour Claude, omettait des faits à la charge de l'accusé, Claude les rétablissait. Puis, l'huissier appela le condamné Albin. Il sanglotait. Les gendarmes ne purent empêcher qu'il allât tomber dans les bras de Claude, qui lui baisa la main. Claude Gueux, qui ne savait pas lire, était doux, poli, modeste, mesuré, attentif, bienveillant envers les juges. Il ne se mit en colère qu'une fois. « Quoi ?» s'écria Claude. « Je n'ai pas été provoqué. J'avais une femme. J'avais un enfant pour qui j'avais volé. Il me torture avec cet enfant. Je n'ai pas assez de pain. Un ami m'en donne. Il m'ôte mon ami et mon pain. Je redemande mon ami. Il me met au cachot. Je lui dis vous, il me dit tu. Je lui dis que je souffre, il me dit que je l'ennuie. Alors, que voulez-vous que je fasse? Je le tue. Je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et j'ai tué. Mais pourquoi ai-je volé? Pourquoi ai-je tué? Posez ces questions à côté des autres, messieurs les jurés. Victor Hugo répond. Le peuple a faim. Le peuple a froid. La misère le pousse au crime et au vice selon le sexe. Le peuple est malade, mais la société n'utilise pas les bons remèdes. Et il conclut. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Le verdict, la mort. Après un quart d'heure de délibération sur la déclaration des 12 champenois qu'on appelait messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort. Victor Hugo ajoute « Plusieurs d'entre eux avaient remarqué que l'accusé s'appelait Gueux, ce qui leur avait fait une impression profonde. » Enfin, avant de consacrer quelques pages à son combat contre la peine de mort, Victor Hugo s'apitoie sur les derniers instants de Claude Gueux. Rentré à la prison, il soupa gaiement et dit « 36 ans de fait ». Il ne voulait pas se pourvoir en cassation. Une des sœurs qui l'avait soigné vint l'en prier avec larmes. Il finit par accepter par complaisance pour elle. La pauvre fille reconnaissante lui donna 5 francs. Il prit l'argent et la remercia. Des offres d'évasion lui furent faites par les prisonniers de Troyes. Il refusa. Les derniers jours de Claude Gueux. Le transfert de Gueux à la maison de Bar-sur-Aube étant refusé à Salaville, Claude Gueux est placé dans un cachot du quartier des jeunes condamnés. Son procès se déroule le 16 mars 1832, plus de 4 mois après le meurtre de Delacelle, à la cour d'assises de l'Aube,
sous la présidence de M. Dominique Jacques de Glos, conseiller en la Cour royale de Paris. La défense du détenu est assurée par Maître Sénégal, qui appuiera sa plaidoirie sur la non-préméditation. Un instant, on envisage, en cas de peine capitale, d'exécuter la sentence à Clairvaux en présence des détenus de la maison. L'acte d'accusation a reconnu les circonstances aggravantes. Claude Gueux insiste pour sa défense, que la faim le tenaillait. Il est évident qu'un homme de la carrure de Claude Gueux devait souffrir de la faim. Un cahier des charges de l'entreprise générale de 1830 expose en détail les prescriptions relatives à la nourriture dans les maisons centrales, comme celle de Clairvaux. Une soupe avec 30 grammes de pommes de terre, 10 grammes de légumes divers, 1 gramme de graisse. S'y ajoute 3 fois par semaine 75 grammes de pain et une ration de légumes appelée pitance. Le dimanche est amélioré par une portion de 60 grammes de riz. Il n'y a de régime gras, 150 grammes de viande qui donne 75 grammes de viande bouillie que le jeudi à l'occasion de 5 fêtes annuelles. La soupe est distribuée en 2 fois, à 9h et à 14h. 4 prisonniers témoins de la scène du meurtre. Fayette, Pernot, Ferrari et Albin sont appelés à témoigner. Claude Gueux affirme, durant son procès, que ses camarades n'avaient fait leur déclaration que pour faire le voyage de Troyes, qu'ils se sont entendus pour témoigner contre lui. L'audience, suspendue pendant la délibération du jury, est reprise après une demi-heure environ. Le « oui » est fatal, est prononcé sur la première question et sur celle de la préméditation. Claude Gueux entend l'arrêt de mort sans faire un seul mouvement, il est pâle et abattu. Reconduit à la maison de justice, à travers une foule innombrable, Gueux reprend tout son calme, harangue ses compagnons et pour leur apprendre au moins à mourir en homme de cœur, il déclare qu'il ne se pourvoira ni en grâce ni en cassation. Le condamné à mort est alors placé dans un des cachots des jeunes condamnés. Tandis qu'il avait refusé dans un premier temps de se pourvoir en cassation, Claude Gueux s'y résout à la demande expresse de son avocat. Cette demande est rejetée le 8 juin 1832. Un recours en grâce est adressé au roi des Français, Louis-Philippe. Claude Gueux bénéficie du soutien d'un certain monsieur Delaunay, riche propriétaire et juré au procès. Article de la Gazette des Tribunaux, lundi 19 et mardi 20 mars 1832. Claude Gueux est également soutenu par une religieuse, sœur Louise, qui supplie la reine Marie-Amélie de Bourbon-Sicile d'intervenir auprès du roi. Ce sera en vain. Très médiatisée, sa condamnation amène le journal de l'Homme à proposer à ses lecteurs, dans son édition du samedi 21 avril 1832, un feuilleton sur Claude Gueux en prison. « Allons, dit Claude froidement, j'ai bien dormi cette nuit sans me douter que je dormirai encore mieux la prochaine. » Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble avec le prêtre, doux avec l'autre. Pendant qu'on lui coupait les cheveux, quelqu'un parla du choléra qui menaçait Troyes en ce moment. « Quant à moi, dit Claude, avec un sourire, je n'ai pas peur du choléra. » Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s'était frappé. Il y manquait une lame qui s'était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ce legs la ration de pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de 5 francs que lui avait donnée la sœur. À 8h moins le quart,
Il sortit de la prison, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre. L'œil était affligé de suivre le mouvement empressé de tant de curieux, de tant de femmes, surtout là où une scène de sang les attendait. Le terrible drame achevé, l'attention de la foule a changé d'objet. La cherté de la vie, toujours croissante des grains, a excité des murmures. On avait choisi cette date pour l'exécution, parce que c'était un jour de marché, afin qu'il eût le plus de regards possible sur son passage. Admirable effet des exécutions publiques, conclut Victor Hugo. Ce jour-là même, la machine était encore debout, au milieu d'eux et pas lavée. Les gens du marché s'ameutèrent pour une question de tarif et faillirent massacrer un employé de l'octroi. Le doux peuple, que font ces lois-là ? Faisant étape à Troyes, le 22 octobre 1839, Victor Hugo se rendit sur le lieu où fut exécuté Claude Gueux. « J'ai voulu voir, écrit-il, le lieu où a été exécuté Claude Gueux. Un enfant m'a conduit au vieux marché qu'ils appellent maintenant la Halle au blé. J'ai songé longtemps à ce pauvre ouvrier intelligent et noble, mort il y a 7 ans en ce même lieu, par la faute de la société qui ne sait ni élever l'enfant, ni corriger l'homme. » Nul doute qu'il avait encore en mémoire la dernière phrase de son court roman. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, éclairez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Le crâne de Claude Gueux retrouvé. Claude Gueux fit inhumer le jour même par les sieurs Aran, Savigny et Page, fossoyeurs de la paroisse de Saint-Jean, dans une fosse du cimetière Saint-Jean à Troyes. Il dut laisser sa place à une certaine Joséphine Triboulet le 9 août 1836. Âgée de 48 ans, cette femme avait été condamnée à mort et guillotinée pour avoir jeté sa mère dans un puits à Montfeil. À cette occasion, le crâne de Claude Gueux fut récupéré. Il est aujourd'hui conservé à Troyes grâce à un don d'Auguste Millard, médecin et bienfaiteur de la ville. Le 30 juin 1832, soit un mois après l'exécution de Claude Gueux, Albin tue un autre détenu, un certain Étienne Laroche, un jeune de 23 ans. Selon la Gazette des tribunaux du 24 et 25 décembre 1832, celui qui se faisait appeler Petit Gueux, après la sentence de Claude, est condamné le 19 décembre 1832 par la cour d'assises de l'Aube pour homicide volontaire aux travaux forcés à perpétuité. Malgré une tentative de suicide à Clairvaux, il s'est jeté du 3e étage, puis a avalé des épingles et des sous oxydés. Il est incarcéré au bagne de Brest le 23 juillet 1833. Il embarquera le même jour sur le bateau La Fortune, à destination du bagne de Cayenne, où il y décède le 6 juin 1855. Près d'un siècle après la mort de Victor Hugo, le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort, présenté au nom du gouvernement par M. Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Si vous souhaitez compléter ce podcast, n'hésitez pas à vous reporter sur le texte de Pascal Casanova dans les Presses du Midi, Entre nous,
Victor Hugo et l'affaire Claude Gueux, vérité et mensonge romanesque. Du même auteur, dans les presses du Midi, Georges Sand et Juliette Adam, une amitié sous le soleil du Midi en 2018, et Georges Sand d'une confession l'autre en 2020. Merci de votre écoute sur horizontdevoix.fr et à bientôt dans de nouvelles aventures sur les chemins de l'audio.